Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Premièrement, je tiens à m'excuser pour mon accoutrement en ce moment. Il fait tellement chaud au Québec, c'est pas possible. Donc, comprenez un peu la chaleur. La chaleur d'ici là, franchement, c'est pire que la chaleur que j'ai déjà vécue au pays. Mais bon, plus il fait chaud, plus il fait froid. Dans ce pays-là, on ne comprend plus rien. Donc, bienvenue dans ma vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre aux questions que vous avez posées dans les commentaires. Donc, pour ceux qui sont abonnés, merci de regarder les vidéos et de laisser les commentaires. Pour ceux qui vont me suivre pour la première fois, bienvenue sur la chaîne d'Alliance M Éducation. N'oubliez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à partager. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Dernière chose, n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à savoir TikTok, Facebook, Instagram. Le nom c'est Alliance M Éducation partout. Et aussi, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à consulter mon site internet alliancemeducation.service pour être accompagné pour la demande d'admission, lettre de motivation, lettres explicatives et j'en passe. Ok, donc la publicité est faite, le placement de produits est fait aussi. Donc on va directement commencer avec la première question et je m'excuse d'avance aussi si j'ai tendance à regarder mon écran. Il faut que je lise les questions en question, quoi. Vous avez compris, non? Donc voilà. Première question, c'est la question... Bon, je ne lirai pas trop le nom parce que les questions dans les commentaires sur YouTube, c'est un peu compliqué à prononcer et je ne veux débaptiser personne. Donc, je vais commencer par la première question. C'est la personne a dit ceci: je voudrais savoir si on peut se faire inscrire dans une formation de moins de 1800 heures. Y a-t-il moyen de poursuivre avec la formation qui dure au moins 1800 heures ou se faire embaucher? Donc, pour résumer un peu la question, la personne voulait savoir si c'était possible d'avoir une admission dans une formation de moins de 1800 heures de formation et ensuite poursuivre avec une formation de 1800 heures ou se faire embaucher. Première chose, c'est que oui, c'est possible d'avoir une admission pour une formation de moins de 1800 heures. Vous pouvez faire un DEP de 900 heures et compléter avec un ASP qui est une attestation de spécialisation professionnelle de 900 heures également et avoir un total de 1800 heures de formation. Ok, donc vous devez savoir que ces combinaisons-là, DEP plus ASP, ça existe dans le domaine de la comptabilité généralement et dans d'autres programmes, mais vous pouvez aller vérifier tout ça sur le site de Québec Métiers d'Avenir que je vous mettrai en barre d'informations. Donc, la première situation, c'est une personne qui a eu l'admission de moins de 1800 heures et veut savoir si il peut aller faire une formation de 1800 heures après. Tout cela, ça dépend de toi. Tu peux faire la première chose que je t'ai dit, faire un DEP plus un AESP qui va te donner un 1800 heures de formation. Ou sinon, tu peux finir ton DEP de moins de 1800 heures et ensuite de ça, aller continuer un autre DEP de 1800 heures de formation. Ça dépend de ta motivation, ta volonté et de tes moyens financiers. Ou c'est aussi possible de faire un DEP de moins de 1800 heures de formation et se faire embaucher. Par exemple, la formation pour devenir préposé aux bénéficiaires, c'est une formation qui dure environ 870 heures de formation et donc moins de 1800 heures de formation. Dans ce cas-là, lorsque vous terminez votre formation, vous pouvez simplement chercher une offre d'emploi, vous faire embaucher avec un permis de travail. Donc, j'espère que je t'ai répondu. Si je récapitule, pour les personnes intéressées par la formation professionnelle, c'est possible de faire une formation de 900 heures, compléter un DEP de 900 heures, compléter avec un AESP de 900 heures également qui vous donne un total de 1800 heures, ou sinon faire un DEP de 1800 heures tout court, ou bien opter pour un DEP de moins de 1800 heures qui vous donne facilement l'accès à un emploi. Donc, par exemple, la formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, j'espère que c'est clair. Deuxième question, ça c'est une autre personne. Il écrit bonjour Alliance, je voudrais une idée sur la lettre de recommandation. Est-ce pareil que la lettre de motivation? On va d'abord répondre à cette question.
Premièrement, la lettre de recommandation, c'est une lettre qui est rédigée soit par tes anciens professeurs, soit par tes profs de stage, soit par tes directeurs de mémoire qui vont écrire ce qu'ils ont pensé de ton parcours, de ton implication en tant qu'étudiant et qui recommandent fortement donc à une université ou un cégep, peu importe où tu veux étudier, de considérer ta candidature comme étant un étudiant sérieux, impliqué, etc., etc. Alors que la lettre de motivation, c'est la lettre dans laquelle toi, tu vas manifester tes intentions d'étudier dans cette école. Pourquoi est-ce que cette école devrait te choisir toi et pas un autre étudiant? Qu'est-ce qui te motive à étudier dans cette école, dans ce programme? Ok? Vite fait, c'est ça la différence. Ensuite de ça, la personne demande comment est-ce qu'elle se présente. Je pense que je t'ai expliqué un peu pour la lettre de recommandation et pour la lettre de motivation. Et pour ceux qui la rédigent, bon, la lettre de recommandation, c'est tes directeurs de mémoire, tes professeurs, tes directeurs de stage, je sais pas, tes anciens, je sais pas, employeurs et tout. Et pour la lettre de motivation, c'est toi qui vas la rédiger. Okay? Donc, tu écris tes motivations à étudier dans cette école, dans ce programme, dans cette lettre-là. Ok? La question de Ibrahim me pose la question à savoir, est-ce que la bourse d'exemption peut couvrir la capacité financière? Bon, la bourse d'exemption ne peut pas couvrir la capacité financière, ok? La capacité financière de base, comme un étudiant, pour la demande du permis d'études, il faut que tu aies environ 20 635 $ si je ne me trompe pas. Et la bourse d'exemption, c'est autour, si ça n'a pas changé, autour de 2000, 2500, 3000 $. Ok, donc ça dépend. La bourse d'excellence, elle peut aller jusqu'à 14 000 $. Mais jusque-là, c'est encore plus bas que la capacité financière. Si jamais tu avais une bourse d'excellence de plus de 20 000 $ et tout, ça ne t'empêchera pas de devoir démontrer la capacité financière. Ok, donc le fait de bénéficier d'une bourse n'exclut pas la preuve de fonds, ok? Et ça m'étonnerait que tu aies une bourse d'exemption de frais de scolarité d'une valeur de 20 635 $, à moins que tu sois dans un niveau de master, un niveau doctorat et tout, ok? Et là aussi, il faut avoir un dossier de candidature assez solide. Mais pour résumer, la bourse d'exemption ne peut pas couvrir la preuve de fonds. Selon moi, bien sûr. Une autre question. Merci beaucoup, madame. Cette bourse est-elle éligible aux étudiants internationaux vivant déjà au Canada? Non. La bourse d'excellence ou bourse d'exemption de Québec Métiers d'Avenir s'adresse aux étudiants étrangers qui sont à l'extérieur du Canada, qui n'ont même pas encore commencé leur formation et qui vont plutôt commencer leur formation août 2025, ok? Donc, les bourses qui sont ouvertes présentement sur le site d'éducation internationale en partenariat avec Québec Métiers d'Avenir sont pour les étudiants étrangers qui sont à l'extérieur du Canada. C'est très bien décrit sur le lien que je vous ai mis en barre de description d'information qui est le lien donc du site internet de Québec Métiers d'Avenir. Donc, c'est pour les étudiants qui sont à l'extérieur du Canada. Bonjour Alliance, ça c'est une autre question. Bonjour Alliance, merci beaucoup pour le partage, ça me fait toujours plaisir. Je voudrais savoir si c'est possible de postuler pour deux formations différentes. Deux formations différentes, je ne sais pas si c'est la bourse, si c'est des formations pour la bourse d'exemption ou pas, mais pour ce qui est candidature de bourse, ok, là je vais parler d'une façon générale, que ce soit pour la bourse d'exemption, bourse d'excellence, pour la formation professionnelle, c'est juste une inscription, juste une inscription. Soit vous choisissez une école, finalement ça ne fait pas vous laisser, vous choisissez une autre, mais vous ne pouvez pas vous inscrire dans deux écoles
simultanément, vous n'aurez pas deux bourses en même temps. C'est une seule inscription, une seule candidature. Si jamais vous faites deux inscriptions, deux candidatures de bourse, les deux vont être annulées. Donc, faites très attention. Ils l'ont très bien décrit sur leur site internet. Attention, s'il vous plaît. Question suivante. Je suis en 3e année de licence en finance et comptabilité dans un business school et en 2e année de licence informatique et développement d'applications dans une université numérique du Sénégal. Donc, tu suis 2 formations en même temps. Quelle formation me conseillez-vous pour augmenter mes chances? Pour augmenter vos chances où? J'ai pas compris en fait. Vous voulez mes conseils pour choisir une formation pour augmenter vos chances dans quoi? Parce que vous êtes déjà en licence et finance dans un business school. Vous étudiez également l'informatique. Vous voulez mon avis pour choisir une formation pour augmenter vos chances. Vos chances dans quoi? La question n'était pas claire. Donc, je ne sais pas quoi dire. On passe au suivant. S'il vous plaît, les demandes d'admission pour automne 2025 ont-ils commencé? Je veux savoir pour ne pas être en retard. Donc, il y avait déjà quelqu'un qui avait répondu en commentaire. Pour les demandes d'admission d'automne, premièrement, je veux savoir si ton admission, c'est pourquoi. Si c'est pour la formation professionnelle, sache que les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année selon les centres de formation professionnelle qui t'intéressent. Donc, si tu veux une demande d'admission dans une école qui est dans la ville de Québec, dans la ville de Montréal, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Chicoutimi et autres, il faut que tu ailles voir si la formation qui t'intéresse est disponible. Parce que les centres de formation professionnelle, en fait, eux n'ont pas de date limite comme les universités et les cégeps. Maintenant, si jamais tu voulais t'inscrire au cégep, sache que généralement les admissions vont commencer pour hiver 2025. Non, toi tu as dit automne 2025. Ça va être vers 1er septembre. La personne qui a commenté a raison. Et pour les universités aussi, c'est généralement le 1er septembre. Okay? Donc, 1er septembre, tu peux déjà t'inscrire soit pour... 1er septembre, je parle de 1er septembre 2024, tu peux déjà regarder pour les admissions de hiver 2025, ok? Moi, je vous recommande cela, hiver 2025. Et vers le 1er novembre, vous pourrez envisager les admissions pour automne 2025, ok? Mais sinon, sachez que les admissions, les dates d'admission sont différentes selon le niveau d'études qui vous intéresse. Comme je l'ai dit au début, l'admission pour la formation professionnelle, la date limite, ça n'existe pas. Les formations sont disponibles tout au long de l'année. Pour les cégep, les admissions vont commencer d'ici le 1er septembre, oui. Et pour les universités, ça varie. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est toujours aller visiter les sites internet. D'ici le 1er septembre, tu regardes pour l'admission de l'hiver ou d'ici novembre, tu regardes pour l'admission de l'automne. C'est toujours prévoir au moins une session d'avance, si je peux dire. Une autre question, est-ce que si on est pris une fois la formation terminée, on peut s'inscrire à l'université et continuer son master? Là, je pense que la personne avait répondu sous la question de la formation professionnelle. Si tu termines une formation professionnelle au Canada, ok, tu as ton argent, tu as payé pour la formation professionnelle, tu as terminé. Là maintenant, tu as commencé à travailler. Commence à travailler. Candidate un peu pour la résidence permanente, ok. Quand tu auras eu la résidence permanente, commence maintenant ton master. Parce que dans ce cas-là, les frais de scolarité vont te revenir moins cher que si tu continues en master aussi avec le statut d'étudiant étranger, ok. Les résidents permanents, les citoyens canadiens payent moins de frais de scolarité que les étudiants étrangers. Mais sinon, la réponse est oui. Mais ce que je ferais à ta place,
je terminerai ma formation professionnelle, je me trouverai un emploi, je travaillerai 1 à 2 années à temps plein pour commencer ma procédure de résidence permanente. Une fois que j'ai ma résidence permanente, j'ai assez de moyens, je commence maintenant ma formation en maîtrise. Parce que ici, c'est pas master, mais c'est maîtrise. Tu commences maintenant ta formation en maîtrise. Dans ce cas-là, les frais de scolarité vont te revenir moins cher que si tu finis formation professionnelle, directement tu vas en maîtrise alors que tu ne travailles même pas, tu n'as pas assez d'argent, tu vas repayer comme un étudiant étranger. Donc, c'est ce que moi, j'en pense. Dernière question pour que la vidéo ne soit pas très longue. Ça, c'est Kevin qui voulait savoir s'il n'y a pas de bourses disponibles pour la formation universitaire. Kevin, les bourses sont toujours disponibles à l'université, ok? C'est soit bourse d'admission, bourse d'excellence. Bourse d'admission, tu vas l'avoir au moment où tu vas faire une admission. Et généralement, je pense que pour l'université de l'Outaouais, du Québec en Outaouais ou UCO, eux, ils ont déjà publié les bourses qui sont disponibles. Je t'invite à visiter leur site internet. J'ai déjà fait une vidéo sur eux aussi. Il y a l'Université du Québec à Rimouski, UQAR aussi, qui avait publié les bourses qui sont disponibles. Mais pour avoir la bourse d'admission, il faut que tu aies déjà eu une admission dans une université et les bourses sont offertes tout au long de l'année. Donc, si tu as eu l'admission pour l'automne, si ils t'ont contacté pour te donner la bourse, c'est bien. Si tu n'as pas contacté, ça veut dire que tu n'étais pas éligible. Mais tu peux être quand même éligible tout au long de la formation. Tu as des bonnes notes, tu peux avoir une bourse d'excellence. Et voilà, j'ai parlé de la bourse d'admission, bourse d'excellence, quoi, ok? Donc, ça marche un peu comme ça pour les bourses à l'université. Mais dans les prochains jours, je vais vous faire une petite vidéo plus détaillée pour vous montrer les universités qui ont déjà publié les bourses pour les sessions à venir, soit session d'hiver 2024, hiver 2025, pardon, vu que les admissions pour automne sont déjà clos, ok? Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour les FAQ. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur tel ou tel sujet, dites-le moi dans les commentaires aussi. J'espère que j'ai quand même assez répondu concernant les bourses, les dates d'admission. Si vous avez d'autres préoccupations, laissez-moi savoir, quoi. Prenez soin de vous. J'espère que la température est plus agréable là où vous êtes parce que nous, ici, on est en train de cramer. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.